J'ai toujours cru que c'était la quantité qui formait la qualité, tu vois. Le métier de boulanger, en tous les cas au Québec, est en complète révolution. Okay? C'est les plus beaux métiers du monde, les trois. Et je ne sais pas dire lequel est le plus beau là-dedans. Ce que j'admire le plus dans la jeunesse, c'est comme ramener à son ego. Alors que nous, on nous avait dit, il faut tout sauf être égoïste. La croyance en ce qu'on fait, c'est la première source de la réussite. C'est de croire en ce qu'on fait. Et pour moi, le bonheur des clients, des fournisseurs, des employés, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je ne peux pas, comme entrepreneur, passer à côté de cette donne. Puis à un moment donné, tu ne sais pas quand, mais la société va te le rendre. Ouais. La réussite de la vie, la réussite d'un couple, la réussite d'une entreprise, elle est basée sur la communication. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Alors voilà, nous voici donc dans la troisième et dernière rubrique, la rubrique l'esprit de partage. Et juste avant de commencer cette rubrique, encore une petite rubrique d'introduction avec des questions que tu adores, je le sais bien. Alors, est-ce que tu es prêt pour les questions bien ou mal? Allons-y. Bien ou mal de consacrer plus de temps à l'innovation qu'à la transmission du savoir-faire? Oula. Ça déchire le cœur, mais la transmission est nécessaire. Donc, je dirais... Mal. Tu dirais mal. Très bien, non, mais je comprends. Mais l'innovation est le gage du développement de l'entreprise. L'innovation, c'est pas forcément d'être dans une croissance continue. L'innovation, c'est dans la connaissance. L'innovation, c'est dans les petites choses de la vie qu'on améliore constamment. Exact. Bien ou mal de considérer que les filières locales peuvent faire une différence face aux grandes industries? C'est là où je suis, donc je dirais c'est bien. mais la filière industrielle a sa place aussi. Oui. Donc, c'est difficile de porter un jugement. Non, mais je sais, c'est pour ça que ces questions... Les filières locales, oui, c'est vertueux. Maintenant, est-ce que dans un système général, il existe une seule façon de faire? Non. C'est vrai. Et j'ai une autre question, alors là, bien ou mal d'être optimiste sur l'état du monde, de notre monde moderne? Complètement. C'est bien. C'est déjà d'être optimiste. C'est vrai que c'est plutôt mieux. Vaut mieux être optimiste. Donc, déjà là. Alors, les gens qui sont catastrophés par les changements climatiques, blablabla, ont encore vécu des drames pas plus tard qu'avant-hier en Espagne. Hein, ouais, en Espagne, c'est assez phénoménal ce qui se passe. Oui, mais il y en a eu ailleurs. Etc. Oui, en fait, il y en a partout aujourd'hui. Mais je pense que ça fait juste comme bouleverser les cartes. Et à un moment donné, ça réveille un peu, je dirais, ça interpelle en tous les cas le milieu, évidemment ceux qui le vivent, mais aussi la façon dont on subit tous ces changements. Puis moi, je suis très optimiste par rapport à la jeunesse, parce que j'ai plusieurs enfants et que je pense que la jeunesse que je vois là maintenant
J'aurais aimé, moi, être jeune. À cette époque-là, en même temps que cette jeunesse. Ah ben, c'est incroyable. L'accès à l'information qu'on n'avait pas et que les jeunes ont maintenant, c'est hallucinant. Je dirais toute cette innovation qu'on a vue en une seule génération, mais c'est incroyable, quoi. Je suis quand même pas un vieux croulant, et on a connu les imprimantes qui étaient... On a connu l'ouverture de cette innovation incroyable qui était l'ordinateur, ok? Moi, j'ai fait ma comptabilité tout à la main. J'ai 57 ans, j'ai pas 78 ans. Et encore, okay? On reviendra, on va revenir donc, après. Mais quand on voit là maintenant que sur un téléphone... Je pense que ça va être encore pire. Enfin, un téléphone, un outil, là, on fait tout. Ouais. Mais avec les problématiques et les avantages qui arrivent avec les IA, je pense qu'on va être sur une nouvelle bouleversement technologique dans les 5, 10, et en fait dans 10 ans, je pense qu'on aura passé un gap potentiellement qui sera aussi important, qui va nous faire passer pour des ça c'est quelque chose c'est quelque chose, c'est sans doute il y a beaucoup de désavantages qui sont déplorables et donc il faut faire attention, mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi dans notre avenir. Mais pour finir nos 2 dernières questions, bien ou mal, la dernière question d'ailleurs, bien ou mal, excuse-moi. Bien ou mal, l'avenir du métier et le monde de la meunerie aujourd'hui, au niveau du savoir, des transmissions et aussi des repreneurs. Ben, je lui souhaite tout son bien. Évidemment, on a des défis pour le bien, majeurs. Justement, on parlait de transmission. Oui, c'est pour ça que ça va être un volet important de cette dernière rubrique. C'est un défi majeur. Par contre, la plupart, je dis la plupart parce que là j'ai un meunier qui a fait son école de meunerie ici, là. Mais la plupart des gens que j'ai là, qui adorent le métier, qui le vivent avec une grande profondeur. J'ai un carrossier, j'ai un cuisinier, là il y a un boulanger d'ailleurs. Bonjour. Non mais oui, tu l'as connu, tu as travaillé avec Vincent. Oui, Vincent, c'est pour ça que j'allais dire bonjour Vincent. Donc il y a toutes sortes de monde ici qui n'y étaient pas vraiment... C'est comme tu l'as dit pour toi. C'est vraiment un milieu de l'opportunité en fait, où l'offre se présente à toi, tu l'essayes, puis tu te rends compte que ça te plaît. Mais on va revenir, je pense qu'on va y revenir. Mais quand même, il faut porter l'attention sur l'aspect académique des choses, ok? Où présentement on est en train de perdre un savoir-faire. Et justement, et là, je pense qu'il faut faire attention. D'ailleurs, c'est la première question que je te posais. Aujourd'hui, dans cette nouvelle rubrique, donc l'esprit de partage, toi, comment tu transmets ton savoir-faire aux nouvelles générations, justement, avec toutes ces problématiques qu'on parle? Alors moi, Toi, quand je dis toi, je parle des meuniers, en fait, en général. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a vraiment des écoles? Est-ce que... Ici, en Amérique du Nord, il existe une seule école qui est plus technique et qui te forme beaucoup plus comme conducteur d'un outil que réellement d'être meunier. Je pense que pour être un bon meunier, comme dans les écoles qu'on avait en Europe, il faut connaître le grain, son origine, toute la technologie du grain, parce que c'est ça qu'on travaille. Il faut connaître la panification, les besoins de la panification. Donc, avant de même... C'est ça qui est compliqué quand tu as un métier, je pense aussi, d'entre-deux. En fait, tu dois connaître ton métier de meunier, mais tu dois connaître le métier de boulanger et le métier d'agriculteur. C'est ça qui est passionnant. Mais ça rajoute une difficulté peut-être pour les gens qui vont arriver dans ce métier-là, où ça leur fait peut-être une masse d'informations nouvelles. Oui, puis non. Dans le sens où, je te dirais,
dans le métier de la meunerie, avoir quelques connaissances, un minimum de l'agriculture et des conséquences de l'agriculture sur ton métier et surtout sur celui de la boulangerie, avoir des connaissances sur le métier de la boulangerie minimum pour mieux comprendre les défis de la boulangerie par rapport à ce que tu fais, sincèrement, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que nos meuniers vont encore durer et vont certainement transmettre encore plus leur passion. Alors, ici s'ajoute l'autre passion de la meunerie qui va avec la meunerie qu'on fait, c'est la qualification sur le taillage de la pierre. Ouais, meunerie sur le pierre, et ça, on s'entend qu'il n'y a pas trop d'écoles au monde. Bah non, mais en fait, du coup, l'école se fait dans la meunerie où tu vas travailler, en fait. J'ai l'impression. En meunerie, c'est souvent comme ça. Ici, oui. Ici, oui. En plus, il faut comprendre un peu le contexte dans lequel on a démarré ce projet. On a démarré un projet ici le 1er janvier. Et je pense le 14 ou le 15 mars, on fermait complètement tout déplacement et toute vie à cause de la Covid. Okay? Ah ouais. Donc, on a démarré une activité. Après, la Covid, ça a permis déjà aux boulangers, ça les a pas tant touchés parce que les boulangers continuaient de travailler comme il fallait. Oui, mais ça a aussi permis de remettre certaines... ça a recentré les gens sur l'importance de les bien meuniers manger. qui devaient avoir une formation d'experts français sur le taillage de la pierre quelques mois plus tard, se sont retrouvés à avoir des communications avec nos collègues de France. Parti. Oui, par WeTransfer, sur comment tailler une pierre, etc. Donc on s'est retrouvés à, je dirais, de facto, à essayer d'être instruit par, alors maintenant, par visio, là, comme on dit, là. C'est devenu comme une quasi-habitude là maintenant. Là. Bah, la visio, c'est devenu un peu. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce qu'en fait je parlais dans un épisode, c'est que la visio, le télétravail, c'est devenu, depuis la Covid, un point vachement important et clé dans les gens. C'est devenu une habitude, c'est devenu un truc qui se fait beaucoup plus. Maintenant, les gens travaillent en télétravail, ils travaillent de plus en plus depuis chez eux. C'est ce qui fait aussi peut-être une certaine complexité à faire venir les jeunes dans notre univers, que ce soit la meunerie ou la boulangerie, c'est que nous, il n'y a pas de télétravail. Nous, il faut être là, il faut faire le pain, il faut faire la farine. Faire de la farine virtuellement. Aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes, à force de cette... Enfin, je dis les jeunes, mais j'en ai que 24, donc 23. Donc, mais c'est ce côté où on est beaucoup sur les écrans, on veut travailler depuis chez nous, ça séduit quand même une partie de la jeunesse, et c'est quand même compliqué. Ça peut avoir une certaine compliquée de leur dire ça veut dire venir aux meuneries ou aux boulangers. Après, regarde à Montréal, là, toutes les tours à bureaux sont vidées au moment de la Covid. Il a été question de changer la vocation des tours à bureaux pour faire des appartements parce qu'il manque de logements. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Toutes les grandes compagnies demandent, y compris les compagnies gouvernementales, demandent à leurs employés. Ils ne les demandent pas, ils les forcent, les employés, à revenir au travail dans les tours à bureau. Pourquoi? Je pense que c'est ce qui distingue un peu l'être humain. C'est l'être humain. Et un être humain, on l'a vécu dans la Covid, là, l'isolement de l'être humain crée la folie. Ah oui, on en a vu. Si il y a des boulangers qui nous regardent, je pense que pendant la période de la Covid, moi j'étais en France, des gens hystériques dans les boulangeries, on voyait des gens que ça a rendu fou le fait d'être confinés chez eux. Ils rentraient dans la boulangerie, ils insultaient leurs voisins, ou même potentiels voisins qui habitent dans le même village, parce qu'il a touché la porte sans gants, quoi, et qu'il a ouvert la porte, et comme mon Dieu, les microbes, et ils sont là, oui, mon Dieu, ouvrez la porte avec. Ça a créé des comportements vachement. Ça fait peur, quoi, de voir ce que l'humain est capable d'être s'il est remis sur lui-même, apeuré.
aussi avec des informations médiatiques qui ne sont pas non plus… Enfin, en ce qui concerne la formation ici de la mènerie, je pense qu'on a le devoir, ici en Amérique du Nord, à un moment donné, de gérer nous-mêmes un peu cette formation. Alors, ce qu'on fait, nous, là, est extrêmement… d'abord, c'est unique en Amérique du Nord et très différenciant. Je pense que pour grandir encore dans ce qu'on est en train de faire, qui va certainement donner de l'intérêt et des émules sur ce qu'on fait, et il est à fait certain que ce qu'on fait va interpeller. Alors, on est peut-être encore un peu jeune, mais je suis persuadé que dans 10 ans, des moulins de la Rémy, il va en exister d'autres. Parce que les gens vont venir ici, ils vont s'interpeller, vont être interpellés par ce qu'on fait. Tu penses que vraiment tu es dans une… Enfin, toi, avec votre projet, vous avez créé quelque chose d'assez unique pour inciter de l'intérêt et une forte… Vraiment un mouvement nouveau? Je suis convaincu que présentement, on est encore dans l'embryon. C'est-à-dire qu'on est dans l'antichambre où on travaille avec des copains qui sont artisans, qui ont une certaine philosophie aussi, etc. Et avec lesquels on a une relation privilégiée. Okay? Le travail que je commence à faire, aidé évidemment avec mes collaborateurs, me démontre qu'on est en train de quitter ce milieu, pas quitter, on est en train d'ajouter à ce milieu un autre univers, qui est l'univers extraordinaire de l'industrie. Et pour moi, quand je dis extraordinaire, c'est parce que tout au départ, mes collègues de France me disaient « Écoute Rudy, il faut que tu le saches, dans la boulangerie, il est normal qu'on représente 10, 15, 20% de l'utilisation de la boulangerie. Le reste doit toujours encore être fait avec des farines sur le classique, sur les cylindres, etc. Ouais. Attends une minute, c'est parce que moi… Alors, pourquoi? Moi, je n'ai pas une baguette magique. Je suis pas… On n'a pas ici un outil si exceptionnel que ça. On ne fait pas de la science atomique, ok? On utilise les mêmes blés qui sont utilisés pour faire des farines sur un autre type de modèle qui est sur le cylindre. Je pense que ce qui est inattendu dans ce qu'on fait là, c'est la qualification du départ du grain. Le grain en Europe, je vais rappeler un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, est très différent du grain qu'on a ici. Le grain qu'on a ici est dit améliorant. Or, la mouture sur molle de pierre va donner d'autres qualifications qu'on n'a plus l'habitude en boulangerie d'avoir. De pétrir des pains tranquillement à la main, puis de laisser et de dormir sur une huche de pain, hein, il faut se rappeler ça. Hein, les boulangers, il y a 70 ans d'ici, en France, mettaient une plaque sur la huche, c'était surtout pour se reposer. C'était pas pour reposer la pâte, c'était pour se reposer. Et quand le boulanger se faisait lever par la pâte, la pâte était prête, on la divisait. Okay? Donc, cette réalité qu'on a oubliée carrément. Oui, si tu me demandes, toi, à 23 ans, tu me dis, hey, c'est vrai, mais c'est ce qui se passait. Okay? Donc, cette réalité qu'on a oubliée, on la redécouvre. Hein? Maintenant, bon, évidemment, la technologie a évolué. En règle générale, on aime mieux dormir avec son épouse qu'avec sa huche. Ça fait pas bon cliquer. Ouais. Donc, on a toute la technologie des chambres de fermentation et blablabla qui font en sorte que on peut contrôler. Ça permet aussi un côté, c'est là que c'est cool pour nous le métier de boulanger, ça permet de remettre un peu, permettre d'enlever ce décalage qu'a le métier de boulanger. Et gagner un confort de vie aussi, tu vois. Tout à fait. C'est le métier de boulanger, présentement,
en tous les cas au Québec, est en complète révolution. Okay. Et c'est d'ailleurs, j'espère, pourra donner des idées au vieux continent, à la France, certaines visions de voir la boulangerie et de voir le travail du boulanger, le confort de vie et comment finir ce métier. Je te dirais que ce que je trouve, je te parlais que j'admire la jeunesse. Hein. Ouais. J'ai des enfants qui ont entre 20 à 33. Ce que j'admire d'eux, c'est d'abord d'avoir un accès et d'avoir des connaissances multiples que moi, à leur âge, je n'avais pas. Parce que quand tu étudies dans un domaine, il y a 40 ans d'ici, tu étais figé dans le domaine. Ici, les jeunes s'intéressent à tout. C'est ça. Ils vont étudier, je ne sais pas moi, donner un exemple de mes enfants qui va étudier, lui, dans la jeunesse, mais en même temps, s'intéresse à la gestion politique, s'intéresse à la gestion financière. Ce qui est beau, c'est qu'après, tu crées des projets qui vont rallier toutes tes connaissances souvent d'un même, enfin tout ton panel de connaissances qui d'abord paraît vachement différent et pas connecté. Tu vas réussir à les connecter dans un seul projet qui va être vachement novateur et qui va te permettre de nouvelles choses. Ah, c'est une richesse incroyable. Ça, c'est incroyable. Et moi, tu vois, le podcast, c'est un petit peu ça aussi. Mais ce que j'admire le plus dans la jeunesse, c'est comme ramener à son ego. Alors que nous, on nous avait dit, il faut tout sauf être égoïste. Okay? Et en fait, c'est une erreur, je pense. Parce que alors maintenant... Il ne faut pas que ce soit poussé à son paroxysme, mais aujourd'hui, on est dans une société où on s'est tellement oublié complètement. Donc, il faut se recentrer un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, j'ai la chance d'avoir mes parents encore vivants. J'ai la chance d'avoir des enfants extraordinaires. Ça doit être un choc. Quand je vois mon père à 76 ans, qui, dans son objectif actuel encore, comme avocat, travaille encore samedi, dimanche et toute la semaine et est concentré pas mal sur son travail, je vois que quand même j'ai donné moi-même beaucoup à ce qu'on peut appeler un travail, mais pour moi, c'est le même. Donc c'est un plaisir. Même mon père, hein, c'est pas un travail pour lui. Moi, j'ai la chance d'avoir avec la boulangerie. Et que je vois les enfants qui, à un moment donné, sont capables de faire des coupures et de dire stop. Là, on a des enfants eux-mêmes, donc moi j'ai des petits-enfants, et on veut passer du temps avec. On a une femme, un mari, on veut passer du temps avec. Et nous, après 17 heures, tu fais des pieds et des mains, mais nous, on s'occupe de notre famille. Okay? Purée, moi, j'ai jamais été capable de faire ça parce que j'ai toujours cru que c'était la quantité qui formait la qualité. Tu vois? Et eux me disent, tu te trompes. Bon, je mourrais idiot comme ça. Oui, mais après, c'est toujours compliqué. Parce que c'est dans tes habitudes, c'est dans tes racines maintenant, c'est dans ton sang. C'est dans mon sang, voilà, c'est dans mes veines. Okay? Donc, oui, je pense que cette jeunesse est extraordinaire et oui, je pense que l'avenir est optimiste, même si on vit des catastrophes incroyables. Donc le métier de meunier n'est pas sur le point de disparaître selon toi, ça va quand même... De toute façon, il ne peut pas disparaître parce qu'il est essentiel. On en a toujours besoin. Est-ce que maintenant le métier de meunier... Est-ce que tu penses que certains savoir-faire pourraient disparaître aujourd'hui? Je pense que c'est à nous à engager cette promotion du savoir. C'est à nous, dans l'existence qu'on a actuelle, de s'assurer qu'on transmet toute cette information aux gens qui travaillent ici, aux gens qui vont travailler plus tard. Éventuellement, tu sais, j'ai créé depuis 2001, en fait, en pleine Covid, un événement qui s'appelle Culture Pack. Okay? Beau jeu de mots, qui voulait justement de faire un événement
qui rallie tout le monde au milieu du pain. Tout le monde qui a donné la naissance au pain. Évidemment, le monde agricole, le monde de la meunerie, le monde de la boulangerie. Okay? Et après ça, toutes sortes d'autres mondes qui gravitent autour de tout ça, que ce soit des gens... En fait, c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est ce que je prône avec le podcast, c'est vraiment cette idée qu'on gravite tous autour. On parlait de chaîne, moi j'aime beaucoup utiliser cette référence-là parce qu'en fait on est tous les maillons d'une chaîne qui est on est tous sur la même chaîne. Ouais. Et en fait on est tous connectés et liés et à un moment donné, si on prend la peine, donc on fait l'effort, on se rend compte qu'on a tous un point commun, un intérêt dans la vie et on est tous reliés, que ce soit moi en meunerie, moi en boulangerie, pardon, toi en meunerie. Moi j'ai discuté, j'ai fait un épisode avec un mixologue, mais même un mixologue qui est barman, on peut avoir des points communs, des points d'intérêt, des ressemblances sur certaines choses et on est reliés à une certaine mesure. En fait on est tous, selon moi, reliés et c'est pour ça que c'est important de remettre le dialogue entre nous et c'est pour ça que des événements comme tu as pu faire avec Culture Pain sont importants et phénoménaux. Pour revenir à la transmission, tu vois, aujourd'hui, donc j'ai monté déjà mon comité pour le futur Culture Pain, mais là on parle de l'automne 2025. Okay? On est en 2024. Hein? L'automne 2024. On commence à rentrer dans l'hiver. Fin de l'automne. Je ne sais pas où ça va aller, mais j'ai donné l'idée à la coordonnatrice qui va s'occuper du prochain Culture Pain. On l'a fait dans un milieu fantastique, un hôtel de luxe, incroyable. J'ai donné dans l'idée ne devrait-on pas, éventuellement, pour la prochaine édition, le faire dans une école? Et là, la coordonnatrice a dit « Waouh !» Je dis « Écoute, la semaine dernière, je suis allé dans une école de boulangerie et on a fait une formation pour des boulangers. » C'est une école privée, c'est bien compris? Non, public. Non, c'est public. Okay. D'autant plus. Proche de Montréal. Et ça a été extraordinaire. Et ça a été pétillant autant pour les boulangers artisans qui sont venus dans ces 2 journées de formation que pour l'école qui, en manque d'élèves, s'est dit « Waouh, on peut intéresser l'industrie de la boulangerie. » Ben oui, il nous manque tellement de boulangers. C'est sûr que vous pouvez nous intéresser. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de monde qui s'intéresse à ce métier, qui est un métier incroyable. Donc, et je pense méconnu. Je pense que... Pas assez. En fait, il y a une vision qui est faite sur la boulangerie depuis longtemps, qui est mise en place et qui, en fait, fait une fausse pub et une mauvaise publicité à ce qu'est vraiment la boulangerie et ce qu'elle peut permettre. Enfin, mais c'est évident que si il y a cette perception par rapport aux citoyens, c'est qu'il y a une mauvaise communication, ou pas assez de communication, que ce soit des écoles ou du milieu de la boulangerie. Hein. Ouais, ou des gens, des boulangers en général, des passionnés qui... pour moi, c'est pour ça aussi. C'est pas... Moi, le pouvoir n'est pas à donner que à des écoles, que à des gens du milieu. C'est à tout le monde. C'est à nous tous de faire notre petite chose pour transmettre et à notre niveau, faire quelque chose pour promouvoir notre métier ou notre passion. C'est pour ça que moi, tu vois, le podcast, c'est pour ça, c'est à mon niveau, à mon humble échelle, je vais essayer de pouvoir promouvoir mon métier, ma passion, celle des autres, et le fait de s'intéresser à des milieux qu'on ne connaît pas, parce qu'on a tous ce devoir-là quand tu aimes quelque chose et quelque chose te passionne, la moindre des choses, c'est d'essayer de transmettre, de donner une bonne vision de cette chose. Personnellement, j'ai découvert le métier de l'agriculture, j'ai adoré ça, vraiment, j'adore encore ça. J'ai découvert ce métier extraordinaire de la meunerie. À ma retraite, j'aimerais ça, éventuellement rêver, avoir mon exploitation avec ma terre à une échelle... Plus réduite? Oui, plus humaine quelque part. C'est ça, j'ai pas besoin d'avoir des centaines et des centaines d'hectares comme on a géré là. Et puis j'ai pas besoin de faire des centaines de tonnes de produits non juste plus. Pour toi et un peu les gens de chez toi. Et évidemment, je veux dire,
dans un programme de retraite éventuel. Alors, je dis ça, puis je ne le sais pas. Je ne l'ai pas programmé encore. Mais dans mes rêves. Je fume pas, je bois pas. Donc, quand je rêve éveillé. Il m'arrive de faire malheureusement beaucoup trop de routes. Mais ça aide pas à ne pas rêver, parce que moi, je sais que sur la route, j'ai tendance à avoir des pensées qui partent et qui rêvent. Et voilà, donc je dis malheureusement parce que l'empreinte carbone là-dedans n'est pas très bonne, mais je fais de la route parce qu'à un moment donné, pas le choix, il faut promouvoir ce qu'on fait, puis il faut être dans le champ, dans la boulangerie, etc. Donc malheureusement, ici au Québec, les distances sont longues. Hein? D'ici à Montréal, on a déjà 4... On parle même plus en kilomètres, on parle en heures de route. En heures de route, oui, tout à fait. Ouais. Hier, j'étais dans la région du lac et au nord du lac. On parle plus en kilomètres. Je suis à 3h45 de route de chez nous ici. Okay? Et mes clients, en règle générale, à Montréal, sont à 4 heures de route. C'est bien quand je suis à Montréal. Mais Montréal, en fait, on dit Montréal, mais c'est toute sa banlieue. Ouais, parce que donc bon. Là, je circule entre Ottawa et Sherbrooke et on appelle ça Montréal. Tu vois? C'est vrai. Mais c'est vrai. Donc, bon, tout ça pour dire que, avec ces nombreuses heures de route que j'ai, je réfléchis des fois et puis je me dis, si à un moment donné, je devais comme transmettre, on parlait de transmission à la jeunesse, tout ce qu'on a bâti présentement et ce qu'on est en train encore de bâtir, et que j'aurais des valises à poser là, je rêverais peut-être de boulanger, je rêverais de moudre moi-même petitement et de cultiver. Je trouve que c'est un peu la Nicolas Supio. Oui, mais c'est les plus beaux métiers du monde, les trois. Et je ne sais pas dire lequel est le plus beau là-dedans. Ils sont en fait, comme ils sont complémentaires, il n'y en a pas un plus beau. Ils se subliment chacun en fait entre eux. Ils sont extrêmement complémentaires. Il y a d'ailleurs un couple ici dans la région d'Outaouais qui fait cet exercice, hein, jeune couple. Et quand elle m'appelle, elle me demande des fois quelques renseignements. Je passe du temps avec et elle me dit chaque fois « Ah, mais c'est incroyable le temps que tu me consacres. » J'ai été les visiter aussi. Et je lui dis « Oui, mais vous faites une chose extraordinaire, qui est unique et qui, pour moi, est encore plus proche de la réalité de ce que je fais. » Évidemment, ce qu'on fait là nous permet de toucher peut-être une plus grande population, hein? Mais en soi, ce métier de la boulangerie, ce métier de la meunerie, ce métier de l'agriculture se rejoignent tellement et sont tellement imbriqués et sont tellement essentiels. Essentiels, et c'est comme ça, essentiels. Je me verrais mal, tu sais. Ça te reconnecte aux gens avec qui tu es autour de toi, et à ton village, à ta communauté aussi. Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que tu connais. Comme tu es essentiel, parce que tu es quand même à la base de l'alimentation et de la nutrition des gens, tu connais un peu tout le monde, tu travailles un peu avec tout le monde, il y a tout le monde qui vient chez toi pour prendre ton pain, même à une petite échelle, tu vois, dans un village. Et ça te ramène à ce côté essentiel de communauté, de petite communauté, parce qu'aujourd'hui, on est toujours plus grand, mais moi, je me plais pas dans une grande ville parce que tu connais pas tout le monde, tu passes, tu fais ta vie, mais ce petit aspect communautaire, tu es comme ça, mais il te recentre quand même, je trouve, il te redonne un sens. Il reste que les villes deviennent toujours de plus en plus grandes. Ouais, mais c'est parce que... Est-ce qu'il faut dire les gens de la ville, non, vous ne pouvez pas avoir accès? Il y a besoin de tout le monde. Donc, je dis, les villes existent, les villes vont toujours exister. Ah oui, c'est sûr. Toujours certainement de plus en plus grandes, malheureusement. Il va falloir quand même supporter ces villes-là et qu'elles soient nourries. Okay? Ouais. Donc, je pense que tant qu'à faire, c'est ce qu'on fait. Ma clientèle présentement, même si on est dans une région montagneuse avec le fleuve Saint-Laurent ici à côté, je pense pas que mythique, etc. Notre clientèle est quand même à 80% en ville. Ouais. Et dans la ville, tu sais, Montréal est devenu quand même quasiment une mégalopole. Ouais, hein. C'est une grande ville quand même. Le Grand Montréal est devenu une grande ville. Hein.
et avec toujours un centre d'intérêt de plus en plus important, ben, je pense que dans notre mission que je t'ai parlé au départ, et on revient au départ, en fait, cette mission que je me suis donnée, c'est continuer dans les mêmes valeurs que nous avons, de la qualité surtout relationnelle qu'on a entre les gens, donc avec les producteurs, avec d'autres meuniers. Je partage avec d'autres meuniers la même passion. J'ai donné des productions de certains produits à d'autres petits moulins où, s'il faut, je vais dépanner d'autres meuniers à leur faire un produit extraordinaire. Je suis en contact avec d'autres meuniers, qu'ils soient gros ou petits, pour des tas de réflexions qu'on a sur les contrats, sur la reconnaissance sur la recherche. Pour tout ça, on a des réunions très régulières avec d'autres meuniers et on se parle régulièrement. Que le meunier fasse 60 tonnes à l'heure ou qu'il fasse encore moins que moi, tu sais, j'ai été voir des gens, des agriculteurs qui se sont établis avec une petite pierre et commencé à faire de la farine. Ils m'ont demandé de venir à eux. Je suis allé les visiter. Au lac Saint-Jean, j'ai fait ça. Des personnes qui, au bout de la ligne, ne m'ont pas jamais, j'ai demandé une seule facture, okay? Et j'ai pris du temps avec eux, et je ne sais pas. C'est le principe de semer, tu vois. Pour récolter, il faut avoir semé d'abord. Ouais, et je ne sais pas ce que ces gens vont m'apporter, mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir retour de balancer. C'est crucial pour moi, c'est que la générosité, pour moi, du moins, de mon point de vue subjectif, apportera bien plus que de facturer quelqu'un. Tu vois. Pour moi, si tu es généreux avec lui, mais sans que faut pas le chercher, bien évidemment, mais comme tu l'as dit, si tu es généreux avec quelqu'un, au bout de la ligne, tu seras plus gagnant que de lui avoir dit ça coûte tant. Parce qu'il y aura, tu sais, il y a quelque chose qui se crée. Tu sais, tu fais appel au principe de l'être humain, de s'entraider, Complètement. Et c'est pour moi bien plus important que de gagner un petit peu d'argent. Et au final, tu gagnes plus à faire ça. On est des gestionnaires, donc dans ce qu'on fait, on est obligé à un moment donné. Il faut que ça marche. Mais il faut trouver un équilibre. Il faut que ça marche. Ça veut dire que il ne faut pas seulement juste être payant et payer ses factures, mais il faut créer un minimum de richesse pour créer de l'innovation. Et on ne peut pas s'intéresser à l'innovation si on n'a pas un peu dans les coffres les moyens de parler d'innovation. Tu vois? Mais au-delà de tout ça, une fois que le travail minimum est fait, que la gestion est établie, que les gens sont heureux dans ce qu'ils font, ça c'est le bonheur des employés est essentiel. Okay? Autant que je peux prendre du temps à m'assurer du bonheur de mes fournisseurs ou de mes clients, mais moi je ne les vois plus du tout comme des fournisseurs des clients, je les vois comme des partenaires. Là, okay? Ils ont des défis, des fois ils ont des questionnements importants, et si je peux éventuellement répondre à leurs défis du mieux que je peux, je vais m'assurer de leur bonheur. Et pour moi, le bonheur des clients, des fournisseurs, des employés, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je ne peux pas, comme entrepreneur, passer à côté de cette donne. Mais à partir du moment où je me suis assuré que l'ensemble de l'écosystème vit, est heureux, oui, je peux te donner un peu de temps. Je peux donner du temps à des choses que je fais. On a créé là dernièrement une OBNL. Personnellement, j'en avais pas besoin. Absolument pas. Mais c'était pour les producteurs du Québec et aussi pour la farine du Québec. Donc j'ai consacré pas mal de temps à ça, comme j'ai consacré pas mal de temps à une organisation qui s'est bâtie sur une gestion équitable du commerce. Et évidemment, on a commencé cette gestion équitable du commerce sur notre domaine, mais je sais qu'elle va s'étendre sur bien d'autres domaines.
Bon, j'ai passé 200, 300, 400 heures cette année sur ce sujet-là. C'est vrai, c'est quelquefois ma conjointe qui me rappelle que je passe généreusement du temps, mais à quelque part, c'est aussi très enrichissant pour moi-même comme entrepreneur. Puis à un moment donné, tu ne le sais pas quand, mais la société va te le rendre. Ouais, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça fait vachement bien la bascule sur ce mot de la fin que moi j'aime bien agrémenter dans Ferment Mind. En fait, j'ai toujours, sauf si toi tu veux parler d'un sujet d'abord, si tu as un sujet que tu voudrais aborder, avant qu'on clôture cet épisode. Non, je pense que surtout, toi tu commences un nouveau projet qui est complètement différent du projet qui t'anime à tous les jours, hein, mais qui va être complémentaire. Okay? Qui l'est déjà un peu et qui m'anime de plus en plus, pour être tout à fait honnête. Et là, je te souhaite vraiment un succès, parce que là, tu démarres avec 3 fois rien, avec le minimum, tu espères beaucoup. Et ça, je pense que la croyance en ce qu'on fait, c'est la première source de la réussite. C'est de croire en ce qu'on fait. Maintenant, je pense aussi que tu es à l'écoute. L'orientation que tu as déjà prise depuis les quelques années que tu es ici au Québec a été aussi une orientation qui est le fruit de l'écoute de certaines personnes qui t'ont emmené dans un chemin que éventuellement tu ne pensais jamais aller. Hein? Donc ça, c'est une énorme qualité. Puis après ça, tu es dans la communication, la réussite de la vie, la réussite d'un couple, la réussite d'une entreprise, elle est basée sur la communication. Tout à fait, à partir du moment où on arrive à se communiquer et à bien communiquer commence par l'écoute de l'autre, hein? Mais après ça, c'est comment adresser la parole, et ça, c'est très complexe. On paye des études, nous, avec nos employés, pour savoir justement comment on peut le mieux communiquer avec eux. Tu vois? Et ici, ce que tu fais, c'est ça, c'est basé sur la communication. Je pense que c'est en bonne voie pour avoir une réussite de ce que tu fais. Après ça, ça va être de la technique. Évidemment, une nouvelle connaissance à poser. c'est comment faire en sorte que les auditeurs vont apprécier ce que tu fais. C'est certainement, il y a de la technique là-dedans, mais avec peu de technique, s'il y a une profondeur, il va avoir de l'auditeur. C'est l'importance pour moi, c'est d'abord travailler sur l'authenticité et sur la profondeur des dialogues, plus que faire des choses basiques. En tout cas, merci. Donc voilà, donc en conclusion, c'est bonne chance. Merci beaucoup. Mais pour continuer, moi j'ai une question finale que je pose dans chaque émission. C'est qu'en fait, Ferment Mind, c'est basé sur 3 piliers. La bienveillance, le savoir et la transmission, qui sont pour moi fondamentaux dans la vie comme dans mon métier. Et je voudrais que tu en choisisses un des 3 et que tu me dises pourquoi il est important selon toi et pourquoi il t'importe, en fait, tout simplement. La bienveillance, c'est l'essentiel. Je veux dire, quoi que tu fasses, tu parles de transmission, tu parles de savoir, etc. Mais je dirais la bienveillance, pour moi, c'est la vertu qui est au-dessus de l'ensemble de tout, qui fait en sorte qu'à partir du moment où tu es bienveillant, tu vas être à l'écoute. À partir du moment où tu es bienveillant, tu vas le vouloir transmettre. À partir du moment où tu es bienveillant, tu vas être transparent. À partir du moment où tu es bienveillant, tu vas vouloir agir avec les autres le plus équitablement possible. Donc pour moi, la bienveillance est le mot fondamental et qui est personnellement le moteur de mes réalisations, qui fait en sorte que quelquefois, on se tape sur les doigts parce qu'on s'égare, parce que justement, on n'est pas bienveillant. Merci beaucoup, Rudy Lexen. Merci à toi, Étienne, puis bonne chance dans toutes tes autres découvertes. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind.
Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Fairmont Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.